Bienvenue au Salon e-marketing. Bonjour à tous. Bonjour. Un peu plus fort s'il vous plaît. Bonjour. Super. Aujourd'hui, on est dans une ambiance très conviviale, très détendue et on va laisser parler des marketeurs, des communicants, des gens qui font l'actualité tous les jours, que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certains plateaux comme e-marketing Paris. On a la chance d'avoir un plateau de rêve et je vais tout de suite les appeler pour nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Donc je vais demander tout de suite à Hubert Blanquefort d'Anglars de venir nous rejoindre. Bravo, Hubert est le directeur de la communication marketing digital et innovation, président du club des annonceurs. Il nous rejoint aujourd'hui. Bienvenue à Hubert. Merci beaucoup. Nous sommes gâtés parce qu'Hubert avait un très gros événement la semaine dernière qui a mobilisé toute son attention et qui était sur... Prends ton micro. Qui était sur... Les métamorphoses des marques. Voilà. Un grand sujet. On pourra en parler avec lui des heures, mais ce jour, il va nous parler surtout de l'utilisation du commerce, social commerce et du social listening dans son activité en tant que directeur du digital et innovation marketing de EDF. Je vous demande d'accueillir également Valérie Les Albums Stepler, qui est directrice médias, réputation et influence de AXA. Bonjour et bienvenue Valérie, tu t'assois à côté de Hubert s'il te plaît. Valérie est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'attention à l'heure actuelle puisque c'est une des premières à avoir créé une social room. Social room, vous n'avez pas encore de livre, ils vont peut-être l'écrire un jour, mais c'est un outil maintenant très intéressant pour écouter les clients, pas seulement sur du marketing et de l'étude, mais également pour interagir avec eux et optimiser encore plus le conversationnel sur les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure. Je vous demande d'applaudir également Virginie Dulchin de AG2R La Mondiale, que vous connaissez bien pour le vélo, le cyclisme, et qui nous rejoint aujourd'hui. Elle n'est pas en tenue de Tour de France, mais la prochaine fois on espère. Donc Virginie est directrice marketing et directrice data d'AG2R La Mondiale. Qui connaît AG2R La Mondiale dans la salle? Pouvez-vous lever la main? C'est tout? On recommence. Qui connaît AG2R dans la salle et derrière là-bas au bout? Pouvez-vous lever la main? Ah oui, quand même, plus de 50% des personnes. Merci beaucoup. C'est vous qui avez gagné un maillot après. Vous irez la voir, Virginie. Vous êtes resté le plus longtemps la main en l'air et c'est pour ça que vous avez gagné. Donc on est très participatif dans ce type de conférence et c'est Nathalie que je vais appeler Nathalie Bachelier de Nathan. Nathalie, sous vos applaudissements. Nathalie qui va nous montrer un exemple de participation, vous allez voir tout à l'heure, c'est bluffant et elle a disrupté un modèle en fait qui est le modèle complètement classique de l'enseignement avec une plateforme qui s'appelle Léa, elle va vous expliquer tout ça. Et le deuxième garçon, il en faut hein, bien sûr dans le marketing la com aussi, de notre table ronde est Eskandar Benaïcha, donc qui est responsable de la communication digitale de UNICEF. Je vous demande de l'applaudir également. Merci à tous les 5. Eskandar Benaïcha va nous expliquer tout ça tout à l'heure, mais effectivement, on est assez bluffé par ce que fait l'UNICEF, et même si c'est pour des choses qui sont très intéressantes pour tout le monde, qui nous concerne tous, ils ont compris que l'utilisation des réseaux sociaux est très importante. Donc je vous vois tweeter, je vous vois avec vos téléphones, vous avez la bonne attitude, bravo. Le code qu'on utilise, c'est le hashtag que vous voyez au-dessus, EMKTP 2019. Donc n'hésitez pas à tweeter sur les réseaux sociaux. Tous les intervenants, ou presque, ont un compte arrobas quelque part. Donc vous pouvez bien sûr les retweeter avec leurs citations et leurs photos, n'hésitez pas. Vous avez aussi, pour poser des questions, et je les recevrai sur la tablette qui est devant moi, le numéro de téléphone ci-contre, là-bas, 06 44 64 69 00.
Et vous pouvez passer toutes vos questions, mais on va essayer de répondre déjà à un maximum d'informations pendant cette conférence. Vous savez bien que vous avez également une bibliothèque, plutôt un libraire, qui sont les éditions Kawa qui sont sur le stand D4. Ils m'ont donné quelques livres qui peuvent vous inspirer dans cette recherche d'informations sur les réseaux sociaux, sur le social commerce. Donc là, j'ai par exemple Franck Rosenthal qui a écrit un livre sur donner du sens au commerce, mais également le social selling expliqué à mon boss de Hervé Kabla et Sylvie Lashkar, et le tout nouveau ouvrage qui sort, peut-être que Camille est dans la salle, de Camille Jourdain et Guillaume Doki-Tonon sur l'influence marketing, qui sera aussi un de nos sujets demain matin, et bien sûr le tout nouveau aussi ouvrage sur les social médias avec un focus particulier sur LinkedIn de Bruno Friedlawski. Je les pose pour ne pas les faire tomber. En tout cas, l'ouvrage sur la Social Room n'est pas encore écrit. On va essayer de l'écrire avec vous ce matin, en tout cas peut-être le premier chapitre. Et on sait toute l'importance qu'ont maintenant la prise de parole sur les réseaux sociaux. On sait aussi qu'il faut éviter de dire certaines choses sur les réseaux sociaux en tant que directeur marketing ou communication ou digital que vous pouvez être. Regardez l'exemple de Nocibé. Attention, ne lâchez pas vos nerfs. C'est pas le moment de, même si les tweets n'engagent que vous, il y a aussi des mauvais retours d'expérience. Donc attention à l'utilisation des réseaux sociaux. On n'est plus dans une phase maintenant d'innovation sur les réseaux sociaux, on est dans une phase de maturité. Donc on va devoir les utiliser d'une façon de plus en plus consciente et plus en plus responsable. Responsable, c'est aussi le thème de ce salon, puisque vous l'avez vu sur l'édito, le smart marketing, le marketing qui fait changer la vision des consommateurs, qui prend en compte aussi la démarche sociétale des marques. Et c'est un sujet qui est primordial à l'heure où effectivement il y a beaucoup de fake news et où les gens ont besoin de plus en plus de comprendre quelles sont les valeurs communiquées par les marques et quelles sont les responsabilités derrière et qui sont les personnes derrière l'écran de l'autre côté dans les coulisses. Et puis un marketing qui innove, on va le voir tout de suite avec l'exemple de EDF, donc qui va nous expliquer, Hubert, ce que tu as fait toi dans ton quotidien au niveau de la communication. Donc peux-tu nous dire d'abord, excusez-moi, avant de passer à cette étape, peux-tu nous dire d'abord comment tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une activité importante pour vous dans une échelle de 1 à 5, 5 étant la plus grosse importance? Est-ce que les réseaux sociaux ont une importance dans ton activité professionnelle? Et également, où est située cette activité réseau social dans l'organisation globale de l'entreprise? Bonjour, de 1 à 5, 5,5. Très bien. Donc oui, ça a une importance capitale. Pourquoi? Parce que chez EDF, il y a 26 millions et quelques de clients, mais il y a aussi énormément de parties prenantes, presse, ONG, institutionnels, financiers, que sais-je, qui suivent l'activité d'EDF. Et donc, il se trouve que le profil sur Twitter est quand même assez leader d'op en France. Ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. En France, c'est le cas. Et donc, c'est vrai qu'on a mis un accent particulier, en tout cas sur Twitter, et qui fait qu'aujourd'hui, en 6 ans, puisque j'ai repris la direction il y a 6 ans, on était balbutiant, les choses avançaient doucettement, et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a énormément progressé, et on a rejoint le club des social rooms, j'en parlerai tout à l'heure. Combien de followers avez-vous, par exemple, sur Twitter? 51 000, probablement au chiffre d'hier ou d'il y a quelques jours. On fait essentiellement de l'organique. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que les gens qui nous suivent pour notre activité, pour ce qu'on a à raconter, pour les contenus, pour l'ensemble, j'ai envie de dire, de la surface en communication de ce qu'on a à communiquer. Et on n'est pas là pour aller chercher absolument des followers qui ne seraient pas forcément intéressés. Donc c'est un vrai public affinitaire qui nous suit, comme je vous le décrivais il y a quelques instants, assez leader d'op. Merci. Donc l'activité est positionnée dans la communication et pas dans le marketing, ou dans les deux? Dans les deux, il y a une partie client
qui est en train d'émerger. On travaille beaucoup d'ailleurs avec le marketing entreprise, collectivité et particuliers pour les aider à être beaucoup plus en conversation. Ça fait partie des sujets évidemment qui sont dans les attentes maintenant des consommateurs. Donc on travaille beaucoup avec eux pour les aider à progresser. J'ai parlé de Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et puis aussi sur Snapchat. Merci. Valérie, en tant que directrice médias, réputation et influence, peux-tu nous dire chez AXA France dans quelle branche tu te situes? Communication, marketing, digital, informatique ou autre? Et également de 1 à 5, 5 étant la note la plus forte, on a compris que 5,5 c'était le critère chez Uber. Comment tu mesures effectivement l'importance des réseaux sociaux? Bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc je suis effectivement à la direction de la communication qui est directement rattachée au PDG d'AXA France. Entre 1 et 5, j'ai envie de dire 5. Alors je n'irai pas hors cadre. 5. Et en fait, c'est même plus une question de 1 à 5, c'est que ça fait partie prenante de toutes nos stratégies de communication. Voilà. Et donc la question était de savoir aussi comment on était présent sur ces réseaux sociaux. Donc on a une dizaine de comptes, Twitter, LinkedIn, Instagram, et j'en passe, et des meilleurs. Et en fait on fait sur ces réseaux sociaux soit du SAV, du service après-vente, soit on parle de marque employeur. Donc ça c'est une grosse communauté. Nous on est sur Twitter depuis 2010 et ça accentue de plus en plus. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on est aussi sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de nos dirigeants, de nos collaborateurs qui représentent énormément de personnes. Parfait. Et donc, tout cumulé, combien vous avez de followers? Est-ce que tu as un chiffre à nous donner? Je pense qu'on est à plus de 100 000. D'accord. Sur Twitter. Sur Twitter, ok. Donc, merci beaucoup. Virginie donc, Dulchin, en charge du marketing et du directrice digitale et data de AG2R La Mondiale. Donc là, on passe après la communication au marketing. Peux-tu répondre à la question? Oui, bonjour à tous. Oui, donc AG2R La Mondiale, c'est 15 millions de clients particuliers et 500 000 clients entreprises. Donc on adresse à la fois le B2C, le B2B, le B2B2C. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ce qui révèle de mon activité, donc l'activité marketing, donc tous les leads qu'on envoie vers les commerciaux, les pages régionales et également un club expertise et solutions pour les experts comptables. Je ne vais pas vous parler des réseaux sociaux très riches que l'on a, très actifs autour de l'équipe cycliste, où là il y a près de 200 000 followers, sur Twitter 100 000. Et puis non, je ne pourrais pas vous parler non plus des pages institutionnelles qui sont animées par la communication. Merci. Nathalie. Pardon? L'exercice de 1 à 5. Oui, pardon, excuse-moi. Alors sur la partie B2B, je dirais que c'est 3-4. Et sur la partie B2C, je suis d'accord avec mes collègues, c'est plutôt 5. Ok, donc on voit une grosse tendance quand même dans la relation B2C sur les réseaux sociaux. Nathalie, donc resitue-nous s'il te plaît ton activité au sein de l'organisation chez Nathan. Bonjour à tous. Bon, Nathan, c'est l'éditeur d'une part jeunesse et qui s'adresse aux familles. Donc ça, c'est une première partie de notre cible. Et l'éditeur scolaire bien connu, donc qui s'adresse aux enseignants et aux élèves. Donc moi, dans cette organisation, on est organisé par marché chez Nathan. Je dirige à la fois le département des écoles maternelles et le département de la pédagogie. Alors derrière ce mot de pédagogie, c'est la formation initiale, préparation au concours et la formation continue des enseignants. C'est un métier où on se forme toute la vie. D'abord parce que les méthodes évoluent, les programmes scolaires aussi. Je pense que vous en avez entendu parler si vous avez des lycéens autour de vous. Et puis les générations évoluent aussi. On n'enseigne pas pareil aujourd'hui qu'on enseignait hier. Et une note de 1 à 5, alors quel est ton choix ? Eh ben, mon choix, ce serait 4 en ce qui concerne les familles et 5 en ce qui concerne les enseignants. D'accord. Et sur quels réseaux sociaux communiquez-vous ?
Alors, on communique essentiellement sur Facebook, puisque bon, on a quand même une clientèle qui est de particuliers. On est beaucoup en B2C. Et pour les enseignants, on communique sur notre propre réseau social, celui qu'on a créé, à savoir lea.fr, qui réunit 108 000 enseignants du primaire, c'est-à-dire un tiers de la cible. Parfait. Eskandar Benaïcha, donc vous êtes en charge de la communication digitale. C'est un vaste sujet chez UNICEF, puisque je crois que vous avez beaucoup de followers. Et également, vous occupez des campagnes que vous nous présenterez tout à l'heure. Pouvez-vous nous répondre à la question de 1 à 5 ? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je dirais 5. Comme une évidence, et je dirais même au-delà de 5, parce qu'on n'est qu'au début de la révolution numérique dans laquelle toute la société, les entreprises, mais aussi les organisations internationales comme l'UNICEF sont plongées. Et à travers l'activité en fait que je représente, celle de la communication digitale, on fait partie de département du plaidoyer et de la communication, mais on travaille en étroite collaboration avec le département de la collecte et des ventes, où se trouve l'agence online du web marketing. Donc je vous expliquerai à travers des campagnes intégrées que nous menons, dont la finalité c'est lever des fonds pour soutenir les programmes humanitaires dans les pays en développement et dans les situations d'urgence aussi, comment les réseaux sociaux ont un pouvoir incroyable à travers différentes finalités et aussi pour sensibiliser différents publics. Et votre cible, votre audience, elle est très large. Vous allez aussi sur les pays en dehors de la France, bien sûr. Alors, UNICEF est présente en fait dans 195 pays. Le siège est à New York, mais ici je représente UNICEF France. Et à travers la France, nous c'est avant tout le public français. Alors on touche la francophonie, pour vous donner un exemple. Sur Facebook, on a 380 000 fans, avec beaucoup de francophones, parce qu'on rayonne à travers un réseau social qui est historique, j'allais dire. Sur Twitter, on est 178 000 fans sur UNICEF France. Pour faire justement de l'influence, de l'événementiel, aussi des relations presse. Et après, comme tous mes collègues ici présents, on est obligé d'être présent dans les terrains de jeu et d'expression où se trouvent nos publics. Les jeunes, par exemple, sur Instagram, un peu moins Snapchat. Évidemment, LinkedIn, parce que ce qu'on parle de l'employé advocacy, mais aussi de la vitrine corporate institutionnelle de notre institution, elle est nécessaire sur LinkedIn. Et les influenceurs que vous utilisez également ? Tout à fait. Les influenceurs, c'est indispensable. On en a un qui est présent d'ailleurs demain, Alban Jarry, qui est un influenceur qui soutient UNICEF. Mais on a aussi des influenceurs français, comme Teddy Riner, comme Amir, Soprano, et aussi à l'international. C'est ça la force aussi de l'identité de marque de l'UNICEF. Ça peut être Orlando Bloom ou Shakira, voilà. Très bien. Shakira, vous l'invitez la prochaine fois. On peut lui lancer l'invitation dès maintenant. Bon, voilà. On a déjà invité Alban Jarry demain matin, donc je vous donne rendez-vous à la même heure sur la notion de influenceur avec l'Occitane aussi, groupe Château Forme et PPC qui est aussi un blogueur. Je vais passer tout de suite la parole maintenant à Hubert, donc, qui va nous présenter le pouvoir du social media chez EDF. Alors, je vais vous donner un certain nombre de clés qui correspondent à ce qu'on a développé depuis maintenant quelques années. Et donc, tout à l'heure, je parlais de Twitter. Si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bon, j'ai pas le retour, mais c'est pas très grave. Donc, les missions qui sont dans mes équipes sont celles qui sont finalement synthétisées au-dessus. Donc, à la fois animer les communautés hautes sur les réseaux sociaux. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, avec des rythmes qui vont être assez différents. C'est-à-dire que typiquement Facebook, on est vraiment en train de regarder comment est-ce qu'on redéfinit notre stratégie sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de social selling à proprement parler. On n'est pas dans la désirabilité comme on peut l'être par exemple dans le luxe ou un certain nombre de marques. Donc on est en train de regarder un certain nombre de choses. On va évidemment continuer à travailler avec Facebook. Salariés et dirigeants ambassadeurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est un gros programme qu'on a mis en place maintenant depuis 2-3 ans, d'employee advocacy, à la fois sur une population déjà très active. Donc on anime en leur proposant des contenus voilà, qui peuvent sur l'innovation, le digital et évidemment tout ce qui est cœur de métier. Et puis on accompagne une vingtaine de top dirigeants dont la plupart des membres du COMEX aussi
surreprésents sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ambassadeurs de l'entreprise. Ils savent exactement ce qu'il faut dire ou pas dire. Donc on n'a pas besoin d'être dans l'accompagnement au-delà de la bonne compréhension de comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et ensuite, ils sont autonomes avec leurs équipes pour évidemment faire rayonner les sujets qui sont les sujets les plus importants dans leur sphère, évidemment. Tout ce qu'on fait aussi en e-réputation et déportalisation. Alors déportalisation, c'est plutôt là-dessus que je vais insister. C'est quoi? C'est que globalement, vous le savez tous, il faut aller chercher les audiences là où elles sont et parler de sujets qui sont importants, par exemple pour EDF, sur la maison, sur les économies d'énergie, sur comment faire telle ou telle chose. Il vaut mieux qu'on aille sur des plateformes qui sont déjà des plateformes installées avec des audiences. Et donc on co-produit, on co-construit, on co-développe des contenus pour parler de ce qu'on fait, pour proposer des solutions. Et pas forcément se dire que les gens vont venir sur nos plateformes. Ils ne viennent pas là pour ça. Donc je dirais que c'est une bataille qu'on a laissé tomber. Il vaut beaucoup mieux qu'on parle de nous, là où sont les audiences, là où il y a des audiences affinitaires. Et puis l'influence, on en parlait il y a quelques minutes, évidemment. On travaille à peu près avec 300 influenceurs différents sur toutes les thématiques qui sont importantes pour nous. On parlait d'Alban, évidemment, ou Cécile d'ailleurs. On parle d'innovation et tout ce qui est tech. On fait beaucoup de choses, entre autres à Vivatech, dans pas si longtemps, assez près d'ici. Et on travaille évidemment avec des influenceurs pour faire connaître nos programmes. On a un programme qui existe depuis 6 ans qui s'appelle l'EDF Pulse, évidemment pour le faire connaître, pour être au cœur, on va dire, de l'écosystème. Il était important pour nous d'avoir cette caution et de travailler avec des influenceurs qui sont déjà évidemment référents en la matière. Alors quelques mots sur nos enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux qui sont les nôtres sont de 2 ordres pour le schématiser sur la partie réseaux sociaux. D'abord l'accélération, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Néanmoins, l'impact pour les marques est considérable. On n'a plus tellement le temps de se poser beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas revenir sur l'exemple qu'on citait tout à l'heure. Moi, mes tweets n'engagent pas que moi. À partir du moment où je dis que je travaille chez EDF et que je suis, en l'occurrence, président d'une association marketing et com, les tweets n'engagent pas que moi. Donc, ils engagent forcément l'entreprise que je représente, en tout cas dans mon profil. Donc, à bon entendeur, ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce qu'on représente. Donc réactivité, oui. Fluidité, c'est très important. Les gens ont tous des références. On est tous des acteurs privés en delà de nos sphères professionnelles. Et donc on attend des réponses, des questions et autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très très importante pour nous, c'est la proximité. On voit qu'il y a une distanciation parfois des marques, des entreprises par rapport à leur public. Et donc ce qui est très important, c'est que nous, on est d'abord dans les territoires. On a une centaine de comptes qu'on anime, nous aussi, en relation à partir du siège. Une centaine de comptes qui sont nos activités industrielles, qui sont des activités en proximité de clients, entreprises par exemple, qui sont dans les régions. Donc c'est très important d'être en proximité avec les publics, de pouvoir répondre à leurs questions, donc d'abord à un niveau local et puis de le faire remonter potentiellement à un niveau national si besoin est. Donc ces 2 enjeux-là nous ont conduit à revoir notre modèle, on va dire, de fluidité, et de mettre en place, en effet, un lieu de partage, de coordination. Un lieu qui se visite? Un lieu qui se visite très bientôt, absolument. On a rejoint le club des Social Roomers. Je pense que Valérie en parlera tout à l'heure. La créatrice des Social Roomers. Voilà, les Social Roomers, c'est le gang des marques et entreprises qui ont mis en place des social rooms. Alors nous, c'est un life hub. C'est pas une social room. Pourquoi? Parce qu'on intègre une deuxième dimension qui est très importante pour nous, qui sont la presse. Et donc on voulait faire vraiment un pôle d'influence, non seulement sur la partie réseaux sociaux, mais aussi pour suivre, pour être en phase avec toutes les activités des journalistes qui nous suivent. Et donc dans ce lieu, on a mis des équipes pluridisciplinaires, presse, réseaux sociaux, data scientists et analystes et des graphistes concepteurs, pour pouvoir produire, suivre les influenceurs, les plateformes numériques, les gens qui sont en relation et qui nous interpellent sur des sujets qui sont connexes à nos métiers ou directement, évidemment, nos comptes. Ça nous permet aussi de suivre les activités dirigeants. S'il y a une alerte, eh bien, on est, nous, très bien placés pour pouvoir suivre les choses. Vous les avez formés, vos dirigeants, aux réseaux sociaux? Alors, on les a formés, on les accompagne.
Quand on accompagne un top dirigeant, par exemple, il nous dit je vais me lancer sur Twitter la semaine prochaine, voilà, j'ai vu que c'était simple. On lui dit en fait non, ça met 2 mois. Et ils nous disent mais ça ne met même pas 2 mois pour créer un compte. Et on lui explique que si. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est de définir d'abord un planning éditorial, une ligne éditoriale, ensuite un rythme, comment je valide les tweets, comment ça se passe. Si lui, pour une raison X, il est en déplacement, ça peut être quand même intéressant, évidemment, de pouvoir communiquer en sa parole. Donc les process, la gouvernance, ligne éditoriale, et puis à un moment ou à un autre, aussi qu'il aille bien connecter avec la communauté qui va l'intéresser. Ça prend un petit peu de temps. Et donc oui, ça prend en général à peu près 2 mois pour qu'on puisse l'accompagner et qu'il prenne en main de façon active les choses. Alors dans ce lieu, comme je le disais, il y a une équipe. Donc derrière, j'en ai parlé tout à l'heure, on est vraiment sur une logique conversationnelle. C'est très important pour nous. Je le disais, fluidité, échange direct avec la marque. Sur des questions qui sont évidemment plus corporate, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les renouvelables et comment je fais, est-ce que je peux mettre des panneaux sur mon toit, bref, tout un tas de questions qui intéressent les publics. Et puis évidemment la marque employeur, Valérie en parlait tout à l'heure, grosse activité pour nous. On est sur des rythmes d'embauche qui sont assez importants depuis plusieurs années et donc pouvoir répondre aux questions et pouvoir mettre en place un certain nombre d'activités pour le recrutement, évidemment c'est clé. Donc ce Life Hub, voilà, il a été mis en place le 1er octobre, donc ça fait à peine 6 mois. Évidemment une phase de rodage, ça change les choses. Les équipes qui sont maintenant en temps réel, en partage, avec ces différentes compétences pluridisciplinaires, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une logique conversationnelle, j'y reviens, mais c'est très important, on était un peu plus top-down, pour le dire comme ça, descendant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir interpeller, proposer, saisir des opportunités, je reviens sur l'exemple de la maison, on a lancé une plateforme il n'y a pas si longtemps qui vous aide potentiellement dans vos travaux. Typiquement, on voit que ces sujets-là sont des sujets qui émergent sur les réseaux sociaux. Pouvoir, encore une fois, raconter des histoires et parler à nos publics directement sur ces opportunités, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est en train de monter en puissance de façon très forte. Merci Hubert. On a plusieurs questions que je vois arriver. Ce que je vous propose, c'est de laisser parler les différents speakers et on les prendra à la fin pour être sûr d'avoir pour tous un temps de parole. Mais merci pour vos questions, elles sont très intéressantes. Je passe la parole à Valérie, donc, qui est une des premières à avoir créé une social room. Valérie, combien vous avez identifié de social room en France, comme celle de Hubert, comme la vôtre? Vous avez une idée? Je pense qu'il y en a à peu près 5 aujourd'hui, 5-6, avec la toute nouvelle qui est effectivement celle d'EDF. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Alors historiquement, il y a eu celle d'Orange et il y a celle de la SNCF qui sont toutes les deux un peu différentes puisqu'il y en a une qui gère la crise, c'est la SNCF, et celle d'Orange qui gère le service client. Et puis après, des entreprises comme les nôtres qui ont voulu, et je vais vous expliquer un peu en quoi elle sert notre social room, ça on est une petite, ouais, je pense qu'on est 5-6. Et donc on a créé... Les autres sont EDF, Orange, Nestlé. Nestlé, c'est plus de l'acculturation oui. aux différents marchés. Et après, ça m'échappe, mais il doit y en avoir 2 autres. Moi, je crois savoir, mais ça reste que dans la salle. Vous ne tweetez pas, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu recruter des speakers et que j'ai cherché effectivement qui avait une social room, j'ai contacté aussi SNCF qui m'a dit que la personne de chez eux qui s'était occupée de la social room avait été débauchée le jour où elle a fait visiter la social room d'EDF par l'Élysée en fait. Donc ça reste entre nous. Mais effectivement, c'est peut-être la 7e. Ok, donc Valérie, on va passer à ta partie, donc si tu peux illustrer s'il te plaît la suivante, voilà, sur ton activité au sein de AXA sur la social room. Alors en plus, oui, désolée, j'ai pas les animations, je vais tout vous mettre en même temps et puis
Voilà. Merci Hubert. Donc alors, juste avant de parler de la social room, peut-être que je vous explique un peu le contexte, hein, parce que c'est vrai que la social room, nous on sait à peu près de quoi ça parle, mais j'imagine que tout le monde ne sait pas. Donc d'abord, je voulais juste camper le fait que, donc moi je ne suis pas comme EDF, tout le monde connaît EDF, tout le monde utilise EDF. Nous, AXA, on n'a pas tous les Français qui sont clients d'AXA. On en a beaucoup. Voilà, pas encore. On a 7 millions de clients. On a 30 000 personnes qui travaillent pour AXA. Et pour autant, on est le plus grand réseau d'assureurs. On assure de la trottinette, on va dire, à la fusée. Mais pour autant, quand vous avez un sujet sur l'assurance, vous n'allez pas spontanément en parler sur les réseaux sociaux. Ou quand vous allez y aller, c'est pas souvent des bonnes nouvelles. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, mon boulot au quotidien, c'est de développer la bonne opinion que vous pouvez avoir d'AXA, ou que d'autres personnes que AXA vont pouvoir dire en externe. Donc j'ai 2 missions. J'ai la première mission qui est de promouvoir AXA dans les médias et les médias sociaux, et la deuxième qui est de défendre AXA quand il y a un sujet. Et donc, le terrain de jeu, là-dedans, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc tout a commencé à peu près il y a 5-6 ans, quand on a regardé, non il y a 10 ans on va dire, on a regardé quelle était la réputation d'AXA sur Internet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui parlaient d'AXA. Sauf que nous, on ne prenait pas part à cette construction de réputation. Et donc, on a décidé de créer une équipe réputation, et on a regardé tout ce qu'on disait de nous. Et puis, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on parlait plutôt de... comment je vais dire, de rupture de communication qu'il y avait eu avec son assureur. Et donc, on a commencé à former des personnes pour répondre sur le net. Et donc, tout a commencé comme ça. Donc la première étape de cette social room a été en fait de commencer à regarder tout le côté défensif et de voir tout cet enseignement qu'on pouvait avoir. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est dit, mais attendez, pour justement construire cette réputation, ce qui est important, c'est aussi de raconter qui on est, de raconter nos valeurs, de raconter nos produits, de les faire comprendre, puisque l'assurance, c'est quand même pas un domaine si aisé que ça. Je me tourne vers G2R La Mondiale, je pense que tu es d'accord avec moi. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on regardait énormément de mentions. Donc là, je vous ai mis, il y a 200 000 mentions qui sont veillées. Donc ça, c'est uniquement les mentions qui sont estampillées AXA. On a 30% de ces citations qui sont issues de nos collaborateurs. Hubert en parlait, c'est l'advocacy, c'est le fait de mettre nos dirigeants, d'humaniser la parole de nos dirigeants sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure de ça, on s'est dit, mais finalement, c'est bien de savoir ce qu'on dit d'AXA, c'est bien de veiller ce qu'on appelle les signaux faibles pour voir comment réagir, mais il y a une formidable, on peut parler de plein de choses, et on va aller regarder, quand on a envie de créer un produit d'assurance, quels sont les bons mots à créer. On va aller regarder quels sont les relais d'opinion qui pourraient, avec nous, participer à la construction de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. Et donc, fort de tout ça, on était encore un petit comité. Et puis on s'est dit, ces mentions, il faut absolument les exporter. Et c'est en ça que la Social Room fait partie de la transformation digitale de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, notre conviction, c'est que tous les experts d'AXA peuvent, à un moment, avoir besoin des réseaux sociaux, de travailler avec, et on a fait donc cette Social Room qui est derrière moi, qui est un lieu de sensibilisation d'abord. On explique à travers 3 écrans ce qu'on dit d'AXA. La deuxième chose, on regarde quand on fait des opérations sur le digital, quelle va être comment dire, la profondeur et comment c'est relayé en externe. Et puis on va avoir sur des sujets particuliers des écrans qui sont complètement paramétrables pour pouvoir donner ça à nos métiers. L'important vraiment, nous en tant que marketeurs et communicants, c'est de redonner en fait tout cet enseignement des réseaux sociaux
aux experts qui vont pouvoir demain s'en servir dans leur métier. Donc c'est une salle de sensibilisation, c'est une salle de formation, c'est bien sûr une salle de crise quand il y a besoin, et c'est un lieu d'appropriation de tout ce qui est réseaux sociaux. Excusez-moi, elles sont un peu longues, les animations. Mais au moins elles sont visuelles, on comprend ce que ça veut dire. D'accord. Donc la réputation, on en a parlé. 210 000 mentions regardées, analysées tous les jours. Alors grâce aussi à des mots-clés, on ne regarde plus comme on le faisait il y a 10 ans, mot par mot ou mention par mention. Là aujourd'hui c'est automatique et on a grâce à l'IA d'ailleurs des mots-clés qui ressortent et qui ressortent en rouge quand il y a un problème. L'engagement, comme le disait Hubert, c'est de faire parler de nous d'autres personnes et d'engager aussi par l'intermédiaire de l'advocacy. Et puis, parce qu'on est une entreprise commerciale, c'est aussi de dialoguer avec nos clients quand à un moment, il y a eu une rupture de communication avec eux et qu'ils sont allés s'exprimer sur les forums. Donc vous repérez rapidement les termes négatifs et vous allez tout de suite sauter sur la situation pour réagir très vite. Exactement. Le premier écran, en fait, il vous donne le ton avec du rouge et du vert et on va bien sûr s'attacher au rouge. Techniquement, comment ça se passe? Vous avez dû acheter un logiciel, software spécifique? Vous avez Oui, alors on a un outil de veille. On a un outil de veille qu'on a après exporté. Enfin, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les outils de veille qu'on a tous, d'ailleurs, dans toutes nos directions de la communication, sont pas toujours très, facile à regarder. Et donc tout l'enjeu de cette social room, et c'est ce que Hubert fait aussi dans la sienne, c'est de rendre, grâce à la data visualisation, en un clin d'œil, vous savez quel est le pouls en fait de votre entreprise ou des sujets que vous suivez. C'est ça, en fait, c'est toute cette collecte de données qui peut être très importante au niveau du nombre. Ça vous permet, avec des data scientists, en tout cas des logiciels qui font office de data scientists, d'avoir cette utilisation, mais en plus de la visualiser de façon compréhensible très vite, avec des repères qui sont très pratiques, en fait. D'accord, merci beaucoup. Virginie, donc un exemple concret d'une autre assurance qui est mutuelle, qui est AG2R La Mondiale. Donc comment utilisez-vous dans votre activité marketing? Là, on est plutôt marketing que réputation. On est plutôt tourné vers les leads commerciaux. Comment utilisez-vous justement? Vous pouvez cliquer sur la slide suivante, voilà. Et ensuite, encore une fois. Voilà, merci. Oui, alors, donc moi je vais vous parler vraiment du côté business, parce que moi mon objectif c'est d'apporter du business pour les commerciaux. On a à peu près 1000 commerciaux, à la fois je vous ai dit sur les particuliers, les professionnels et les entreprises. Donc l'idée c'est que AG2R La Mondiale soit vraiment reconnue pour son expertise sur la protection sociale. Donc moi mes équipes marketing, elles passent beaucoup de temps à écrire du contenu pédagogique, du contenu très technique parfois, et pour l'ensemble des cibles, particuliers, professionnels, entreprises. Donc ça peut aller de l'impact de la fusion Agir-Carco jusque qu'est-ce que ça veut dire le 100% santé. Alors ces contenus, alors on fait à la fois évidemment de l'inbound marketing, mais c'est des contenus qui sont surtout destinés pour les commerciaux, là encore une fois, pour qu'ils puissent l'utiliser sur leur page personnelle. On a, pour pouvoir avoir plus de proximité, on a mis en place des pages régionales LinkedIn et Facebook, des pages qui sont animées par des chargés de marketing régional. Alors à la fois, ils relaient les événements, voilà, mais ils relaient aussi tout le contenu que mes équipes produisent, des contenus aussi produits par la communication. Et les commerciaux sont abonnés à ces pages régionales. Donc l'aspect proximité est très fort. Alors bien sûr, je ne vais pas vous cacher, ça dépend aussi de la stratégie commerciale de chaque direction commerciale, chaque direction régionale. Mais c'est vraiment un aspect qui était important pour nous de mettre en avant, c'est la proximité. On vous parle de ce qui se passe autour de vous, sachant qu'AG2R La Mondiale est vraiment ancrée dans le territoire. Alors les commerciaux ont tous été formés, enfin quasiment tous. Au début c'était du volontariat, mais maintenant on a élargi. Alors ils ont été formés à comment je peux utiliser mon identité numérique. C'est des pages personnelles, mais bien sûr, comme Hubert le disait, ils représentent l'entreprise.
comment je peux utiliser LinkedIn, Facebook pour certains, pour aller trouver des nouveaux clients, fidéliser mes clients actuels, aller chercher des recommandations. Il y a certains commerciaux qui vont quand même faire 80% de leur production commerciale grâce aux réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est très inégal, ça dépend beaucoup du commercial et ça dépend aussi de l'animation managériale, mais vraiment c'est croissant et puis il y a des très très belles réussites donc qui donnent envie aux autres. Et les managers commerciaux ont été formés aussi, mais cette fois plus dans une idée de recrutement des commerciaux autour de leurs agences, autour de leurs bureaux. Alors ça, c'est une première activité. Et l'autre activité, c'est ce que l'on fait, donc, le club expertise et solutions. Donc, vous savez, AG2R La Mondiale, c'est un partenaire qui est privilégié pour les experts comptables. Les experts comptables, c'est un acteur incontournable pour les chefs d'entreprise. Et donc, on utilise tous les moyens de communication depuis plusieurs années avec eux. Donc, bien sûr, les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil, on produit beaucoup de contenu d'expertise que eux relaient. Alors, quand je parle des experts comptables, c'est à la fois experts comptables, personnes physiques, c'est les réseaux, mais ça va être aussi l'ordre des experts comptables et le syndicat des experts comptables. Et là, j'ai une personne à plein temps qui anime ces pages. D'accord, donc là on est vraiment dans l'animation de communauté et on va en parler cet après-midi d'ailleurs avec Delphine qui est ici et qui est Delphine Delage, donc directrice de la mutuelle des professions judiciaires, également marché entreprise de AG2R. Donc communauté cet après-midi, on a aussi WeWork, Airbnb qui témoigneront et Bayer. Donc intéressant, donc là on voit bien les différents rôles entre la communication et le marketing, les stratégies sont différentes mais tout aussi efficaces. Merci Virginie. Nathalie, donc on va cliquer aussi pour avoir tes slides. Donc Nathalie est en charge chez Nathan du développement de l'édition enfantine et notamment pour les écoles. Voilà, pour les écoles maternelles et les livres de pédagogie pour les enseignants. Donc moi, je vais vous parler d'enseignants, d'inspiration et de création grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à notre réseau social. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Nathan, depuis l'origine, est un éditeur scolaire qui a toujours énormément interagi avec les enseignants. D'abord parce que ce sont nos auteurs, les manuels sont faits par des enseignants, ce sont des prescripteurs, ils choisissent les manuels qui seront utilisés dans leur classe et bien sûr ce sont nos clients puisqu'ils nous achètent des livres de pédagogie pour se former, comme je le disais tout à l'heure. Ce lien extrêmement fort, il s'est forgé au fil des années par des conférences pédagogiques, par tout un tas d'interactions avec des commerciaux qui vont dans les écoles, mais aussi beaucoup par des revues professionnelles, qui étaient des revues historiques très connues. Si vous avez des parents enseignants, c'était le Journal des instituteurs, qui faisait vraiment un travail de lien avec la communauté enseignante. Il est arrivé évidemment un moment où, même en faisant muter les revues, il n'y avait plus assez d'audience et on a bien senti qu'il fallait passer à autre chose. D'un autre côté, Nathan a très tôt collecté les adresses mail des écoles et des enseignants. On a une base de données, je pense la plus forte, la plus importante de France pour ce qui est de l'enseignement. Donc on avait aussi des moyens de communiquer directement avec notre cible de professionnels de l'éducation. Mais ça nous servait beaucoup, mais on avait vraiment le désir d'aller plus loin, d'autant plus que les études montraient que les enseignants avaient été en attente d'un outil d'échange et de partage. Les enseignants échangent énormément entre eux, c'est pas la seule profession, il y a des tas de professions qui sont déjà une communauté de fait, mais il y avait un désir particulier en ce qui concerne notre cible, et surtout d'échanger en dehors du regard de la hiérarchie. Donc on a d'abord commencé à migrer tout le contenu des anciennes revues sur une plateforme, ce qui nous a donné énormément de contenu à mettre à disposition des enseignants, mais ça ne suffisait pas et donc on a créé le réseau Léa.fr destiné aux enseignants de maternelle et d'élémentaire. Donc l'objectif est de permettre aux enseignants de se former, formation initiale, formation continue, de partager des idées entre eux,
également d'avoir accès à l'actualité de leur profession et de pouvoir tester de nouvelles approches en classe, de nouvelles séquences en classe, soit en animation, soit vraiment pour faire apprendre les élèves, mais en étant aidés par des experts. D'où un espace communautaire, de collaboration, qui est devenu très vite l'espace le plus attractif, celui qui est le plus visité par les membres. Et petit à petit, en fait, cet espace a muté. On a aussi, nous, appris de ce que les enseignants souhaitaient. Et aujourd'hui, nos 108 000 membres, en fait, utilisent ces groupes de travail collaboratifs de façon différente. Soit ils nous aident finalement à créer de nouveaux ouvrages, comme l'ouvrage que vous voyez ici avec un cerveau, co-créé par la communauté, parce que donc des chercheurs ont demandé à 250 classes de tester des exercices pour muscler le cerveau, et que ça a donné pour nous lieu à la création du livre là, Le cerveau et les apprentissages. Une autre utilisation de ces communauté, c'est avant de publier un ouvrage, nous faisons tester toute la démarche pédagogique par les enseignants, par les classes. Ça devient donc une méthode testée en classe avec tout un apport du terrain. Tout au cours du test, l'auteur interagit avec les testeurs. Les testeurs interagissent entre eux. Et finalement, entre le projet de départ et ce qui va être publié, il y a eu pas mal d'améliorations, dirons-nous. Donc là, un exemple, la grammaire pour l'élémentaire qui a été un best-seller. Troisième façon de faire coopérer au sein de du réseau social Léa, c'est là pour le lancement de l'ouvrage de Douglas Kennedy et de Johann Sfar sur leur petite héroïne, de non seulement donner l'ouvrage à des classes avant la parution, mais de donner tout un process, tout un appareillage pédagogique pour que ce livre soit utilisé en classe, et notamment une conférence interactive avec les élèves et l'auteur et l'illustrateur, ce qui a donné une aura à cet ouvrage voilà, bien supérieure à ce qu'il aurait été sans le groupe collaboratif et sans Léa.fr. Donc un réseau social fermé d'enseignants qui peuvent communiquer et co-créer. C'est un peu le Netflix de l'éducation maternelle, puisque en fait vous utilisez toutes ces datas pour établir quel est le meilleur produit. Je prends l'exemple de Netflix parce que quand effectivement ils créent des séries comme Marseille par exemple, en mettant la bonne recette entre la thématique, les acteurs favoris, etc., ils arrivent à un produit qui va déjà rencontrer un public acquis ou presque. Oui, c'est sûr que ça fait des grandes oreilles et on capte les vraies questions d'enseignants et on peut faire les ouvrages qu'ils attendent vraiment. Tout à fait. Un très bel exemple, merci Nathalie. Eskandar, maintenant nous allons passer plutôt à la partie effectivement typique B2C avec l'exemple de ce que vous faites chez UNICEF. Tout à fait. En fait, je voulais vous présenter 3 exemples de campagnes ou d'opérations qu'on peut mener. Et à travers ces exemples, c'est aussi des différents usages que l'on fait des réseaux sociaux. Vous savez, la fin d'année civile, c'est le moment le plus propice pour toutes les associations qui font de la collecte, parce que c'est la saisonnalité, c'est les marchés Noël, c'est l'état d'esprit. Donc c'est là où se font l'essentiel, presque les 2/3, voire les 3/4 de la collecte de toutes les associations. Donc l'UNICEF, comme les autres associations, met le paquet, j'allais dire, au mois de décembre. Là, c'est un exemple de campagne intégrée TV sur TF1 que vous avez peut-être pu voir durant le mois de décembre, à travers 4 personnalités amies, Alessandra Sublet, Christelle Reboux qui joue dans la série de TF1, et Teddy Riner qui est ambassadeur de l'UNICEF. Ça, c'est un exemple qui est très intéressant pour montrer comment on travaille l'équipe de la communication digitale avec les autres services, comme l'équipe plaidoyer pour définir un produit qui sera le produit d'appel aux dons, qui est le kit d'urgence. Ce sont des kits d'urgence humanitaire qu'on peut acheter soit sur le site UNICEF, soit dans la boutique solidaire parmi d'autres
produit. Et l'utilité, c'est justement de responsabiliser l'acheteur par un acte symbolique qu'il fera. Il envoie de manière indirecte un kit d'urgence pour aider des familles là où ils en ont le plus besoin, notamment sur les terrains de crise humanitaire comme au Moyen-Orient. On travaille aussi avec l'équipe de web marketing. Là, je reste focus sur le digital, car on répond à des objectifs de collecte digitale, qui est minoritaire par rapport à l'ensemble de nos canaux de collecte, qui reste avant tout le prélèvement automatique et le chèque. C'est lié aussi à la sociologie de nos donateurs. Mais là, quand on travaille avec le web marketing, c'est pareil. On monitore à travers les passages des spots télé juste avant le journal de 20h, combien arrive sur unicef.fr avec toute une stratégie de conversion vers une landing page qui correspond à chacun des 4 personnalités. Et évidemment, les réseaux sociaux qui essaient d'alimenter la conversation pendant le passage du spot télé en mentionnant la personnalité, l'influenceur, et en travaillant étroitement avec son équipe de community management justement pour qu'il poste au bon timing ses messages. Donc vous êtes vraiment dans l'instantanéité avec un cross-selling puisqu'il y a la télé, les réseaux sociaux et effectivement la réaction directe des community managers aux actions des clients qui regardent les messages. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors je ne peux pas communiquer sur des chiffres de collecte, hein. C'est assez stratégique pour les associations, mais c'est une campagne qui a très bien marché et surtout d'un point de vue notoriété, c'est-à-dire que le choix des 4 personnalités, elle est aussi stratégique, c'est pour aller chercher justement des publics qu'on a du mal à sensibiliser parce que l'avantage de l'UNICEF, qui est une marque, j'allais dire, internationale et qui a un très bon capital sympathie, son inconvénient, c'est aussi le côté institutionnel qui nous renvoie, j'allais dire, à l'ONU. L'association UNICEF France est rattachée à l'organisation onusienne siégeant à New York. Donc 4 personnalités, c'est aussi les influenceurs. Vous connaissez leur rôle déterminant pour justement faire mieux passer les messages des différentes marques, qu'elles soient des entreprises, des associations. Donc c'est important de travailler conjointement avec ces personnalités. Il y a une deuxième campagne que je voulais vous montrer, peut-être que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux. Elle a commencé en fait en travaillant avec l'agence BrandStation, à qui je rends hommage, qui nous a démarché l'année dernière. Là, c'est le volet Open Sale pendant les soldes d'hiver, mais je fais juste un petit récap avant. Vous avez dû entendre parler de la nouvelle fonctionnalité Instagram Shopping qui a été lancée en mars de l'année dernière, qui permet maintenant aux comptes des entreprises de pouvoir activer un petit bouton de collecte qui renvoie vers leur plateforme social commerce. Et à ce moment-là, en fait, on a eu l'idée à travers l'agence BrandStation de pouvoir détourner cette fonctionnalité en accord évidemment avec Instagram et l'équipe Facebook au siège. Lors d'une première opération qui s'appelait No Price on Kids, vous pourrez retrouver un petit peu le déroulé de cette opération à travers ce hashtag, lors du 16 avril pour la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Et en fait, l'idée de No Price on Kids, c'était de faire semblant que UNICEF France lançait cette fonctionnalité Instagram Shopping, du moins l'utilisait, à travers l'histoire de 6 enfants qui étaient exploités avec différentes formes d'exploitation, notamment le plus symbolique, c'est le travail des enfants. Et l'internaute, quand il cliquait justement sur le post, avec un prix sur l'enfant, il y avait écrit 0 pour signifier que le prix d'un enfant, justement, ne se mesure pas et qu'il valait mieux appeler à l'intelligence. J'en reviens un petit peu au fond de la conférence, du consommateur en lui disant « faites un don pour pouvoir permettre à un enfant d'aller accéder à l'école, à des soins, avoir droit à la protection plutôt que de vouloir acheter sa vie de quelque sorte ». Et là, Open Sale, pour faire plus court, c'est le deuxième volet, j'allais dire, d'activation de cette campagne lors des soldes d'hiver, où là, d'une première phase, j'allais dire, dans un objectif clairement de publicité et un coup de com', qui a permis aussi d'être visible à travers plusieurs influenceurs et notamment des personnalités comme Nikos Aliagas ou Laurent Ruquier, par exemple, qui ont découvert de même ce buzz qu'on a pu créer. La Open Sale, c'était clairement pendant les soldes d'hiver, permettre à un utilisateur de pouvoir cliquer sur un post qui permettait de renvoyer la boutique solidaire de l'UNICEF, où là on pouvait envoyer du matériel scolaire, du matériel vaccination, eau, etc. Et ça a bien fonctionné au niveau des résultats, même si vous ne nous dites pas les montants. Est-ce que ça a été efficace ? Alors, c'est intéressant parce que ça a été très efficace pour le coup de com', pour aussi rajeunir un petit peu l'image de marque de l'UNICEF. Ça n'a pas été à la hauteur des objectifs pour la collecte et on ne se cache pas de le dire parce que c'est ça qui permet aussi de tester à travers l'innovation pour améliorer les dispositifs. Et la stratégie avant tout, c'était surtout d'être visible sur un nouveau terrain de jeu comme Instagram auprès d'un public jeune qu'on a pu avoir à minima en lead, c'est-à-dire des nouveaux followers sur le compte UNICEF France. Ça a permis de rajeunir l'image et aussi de sensibiliser à défaut de collecter
un jeune public qui n'est pas encore notre principal public de donateurs, mais au moins dans une stratégie d'engagement sur du long terme, qui soit au moins des fans, des supporters sur les réseaux sociaux, pour à terme les inviter à passer au don. Et là, la dernière campagne, c'est pas vraiment un social room, mais c'est plutôt ce qu'on appelle nous un social hub. C'est très intéressant, c'est la Journée mondiale des enfants qui a lieu chaque année le 20 novembre, qui a été créée en 89 à l'initiative de l'UNICEF, qui est garante de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est génial parce que c'est une opération qui se prépare au siège à New York avec les 195 pays de l'UNICEF et tous les services de communication digitale à travers des événements dans les collectivités, au sein des entreprises aussi, à plusieurs moments et notamment sur les réseaux sociaux pour rester là-dessus. C'est tout simplement faire du buzz à travers le hashtag GoBlue, c'est-à-dire soyez fiers d'être supporters de la cause des enfants en montrant du bleu sur vos réseaux sociaux. On est aidé par des influenceurs comme Orlando Bloom, Liam Neeson à l'international, mais aussi en France comme Laetitia Casta, Élodie Gossuin, Soprano, etc. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est un fonctionnement, j'allais dire, du matin au soir avec du social listening où on active avec en synergie plein de comités nationaux, c'est les pays européens qui collectent de l'argent pour l'UNICEF, les pays francophones et le siège aussi pour tout simplement occuper l'espace médiatique sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. Donc là, vous avez quelques chiffres, mais là, c'est avant tout un objectif de visibilité et c'est vraiment un travail en synergie, minute par minute, où chacun a un timing très précis. Et le but, c'est d'être présent dans tous les espaces publics et notamment de pouvoir, là où on ne voit pas les enfants. Donc, dans plusieurs pays, comme en Inde, des enfants étaient présents chez le Premier ministre. Nous, à l'Élysée, on y était en 2017, où Macron a reçu l'UNICEF avec une délégation d'enfants pour un conseil des ministres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a été repris un petit peu dans les médias, jusqu'aux Kids United, qui sont représentés l'UNICEF au palais de l'ONU à Genève. Et pareil au siège à New York. Voilà, il y a plein de dispositifs comme ça qui sont activés au même moment. Grosse opération de live tweeting notamment. Est-ce que, comme le citait tout à l'heure Hubert, qui nous disait que c'était aussi aller toucher d'autres communautés plutôt que toujours animer sa propre communauté, là on a vu que vous le faisiez avec Instagram et les stories pour un public plus jeune. Est-ce que vous allez aussi comme ça vers d'autres communautés déjà existantes ou des pénétrations là où on ne vous attend pas ? Oui, tout à fait, et c'est même un enjeu pour nous. Je pense que l'enjeu principal pour beaucoup d'entreprises et d'institutions, c'est d'aller sensibiliser le public jeune, ce qu'on appelle les millennials, qui sont des publics volatiles, qui s'écartent un petit peu des réseaux sociaux traditionnels pour aller sur des applications ou leurs propres espaces de conversation. Et ça, je pense que pour toutes les entreprises, c'est nécessaire, et notamment pour l'UNICEF, qui est garant des droits des enfants, où on part des principes que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Donc on est obligé d'aller aussi sur leurs espaces de jeu, de faire des partenariats aussi avec des acteurs de l'éducation, avec aussi des éditeurs justement de matériel pédagogique, tout simplement pour aller sensibiliser ces jeunes, d'où aussi le fait de faire des partenariats avec des influenceurs comme Soprano, qui a été élu la personnalité préférée des enfants de 13 à 18 ans l'année dernière, tout ça justement pour aller sensibiliser ce public. Et après au-delà de ça, il y a les collectivités, il y a aussi des publics un peu plus spécifiques comme ceux des notaires, parce que les legs c'est aussi une source de collecte importante mais méconnue pour faire un don à l'UNICEF. Donc il y a plusieurs pans comme ça et on travaille justement pour aller sensibiliser ces publics cibles. Merci beaucoup, Eskandar. On a beaucoup de questions pour vous aussi, mais vous avez répondu en partie, notamment sur l'âge moyen des donateurs. Effectivement, la question qui nous a été posée. Et on a aussi une question sur un peu, je vais résumer plusieurs questions en fait. C'est sur les fake news et sur l'utilisation et le détournement de l'attention, notamment sur des gens qui veulent prendre des sujets à partie ou bien qui veulent faire courir des fausses informations. Est-ce que vous avez été sujet à ce genre de situation et comment vous avez réagi sur votre réputation ou au niveau juridique ? Oui, on est sujet à ce genre de choses. Et en fait, on voit qu'il y a une limite qui est quand même assez facile à franchir. C'est où est le militantisme, par exemple, par rapport à certaines de nos activités, et où est la réalité de l'information. Et parfois, ça déborde un peu, et on est plus dans le fake news, parce qu'on raconte des choses qui sont fausses, on fait croire des gens des choses qui sont fausses, et
Et on n'est plus, on va dire là pour le coup, dans de l'information ou de la prise de position. Ça va au-delà. Donc la réponse est oui. On n'est pas dans des actions juridiques. C'est pas tellement là-dessus qu'on va. Mais c'est simplement que nous, du coup, notre rôle, c'est un, de les voir venir, et deux, de pouvoir proposer, de rectifier, de vérifier, etc., des informations. Mais ce sujet-là, il est important. Premier point sur, évidemment, comme je le disais, la limite entre militants et puis prise de position et parti pris. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de choses pour la vérification, par exemple, de nos communiqués de presse. Oui. Très important. Il y a pas si longtemps, il y a une grande entreprise industrielle dont un communiqué de presse a été émis avec papier en tête, etc., et qui a perdu des milliards de capitalisation boursière. C'est considérable, la capitalisation boursière, c'est ce qui vous permet à un moment ou à un autre d'investir, de faire des choses. Donc la réalité, c'était un faux. C'était un faux. Et donc pour nous, via la blockchain, aujourd'hui, on a mis un certain nombre de choses en place pour justement mettre en place la vérification de ces communiqués de presse pour ne pas être sujet à ce type de choses. Merci. Valérie, chez vous, chez AXA, comment vous réagissez-vous à ces phénomènes? Oui, donc nous, on n'a pas eu je touche du bois, on n'a pas eu de fake news sur AXA, mais en revanche, ce qui est important, c'est que justement ces réseaux sociaux et les signaux faibles qu'on veille tous les jours, ça nous aide à les détecter encore plus vite. Et puis la deuxième chose, c'est que ces réseaux sociaux, justement, sont là aussi pour qu'on puisse tout de suite réagir et raconter la véritable histoire. D'accord. Une autre question plus générique qui est en fait le nombre de personnes et quel type de profils sont derrière toutes ces utilisations, aussi bien dans une social room que sur LinkedIn, que chez Léa, que chez vous UNICEF. Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui sont internalisées dans les équipes, en fait des employés, ou est-ce que ce sont plutôt des prestataires ou des consultants que vous utilisez ponctuellement? Nathalie, tu commences? Alors chez Léa.fr, il y a 9 personnes dans l'équipe, dont 2 journalistes. Et sinon, il y a une centaine d'ambassadeurs, d'animateurs et d'experts qui répondent dans les forums ou qui animent les groupes. Eskandar? Oui, à UNICEF France, on est l'équipe communication digitale, 4 personnes, dont 2 community managers. Ça dit sur l'importance justement d'animer et de faire vivre ces communautés différentes. Et l'équipe du web marketing sont 4 personnes, dont une chargée de l'innovation, parce qu'on parle de blockchain. Et là aussi, c'est un levier très intéressant pour sensibiliser les gens sur des niveaux dispositifs de collecte, comme les crypto-monnaies aussi. Donc c'est aussi dans une volonté d'aller vers de l'innovation. Et globalement, on fait tout en interne. On est doté d'outils de gestion de réseaux sociaux, d'outils de social listening. Ça, je pense qu'on c'est clair pour tout le monde. C'est indispensable d'être à l'écoute aussi de nos communautés. Nous, on utilise VisiBrain, qui est une plateforme qui est vraiment géniale, qui permet d'être en alerte, d'être pouvoir réactif très rapidement. Et notamment parce que UNICEF, on n'est pas à l'abri de plusieurs débuts de polémiques qui peuvent se transformer en bad buzz, car on touche tous les conflits, tous les terrains, tous les continents. Et il y a plusieurs polémiques qui peuvent surgir à tout moment, donc on est en alerte continuelle. On ne va pas citer toutes les marques et tous les prestataires, mais vous avez tous les exposants qui sont là. Je vous invite à aller les voir parce qu'ils ont aussi beaucoup d'informations et des retours pratiques qui sont très intéressants. La dernière question, Virginie, tu voulais intervenir, mais tu nous as déjà dit un petit peu ce que tout à l'heure. D'accord. J'ai déjà dit, il y a une personne qui a plein temps sur la partie expert comptable. Et pour les chargés de marketing régional, ça représente à peu près 20% de leur temps quand même. Et ensuite, tout est fait en interne, tout le contenu est fait en interne. Donc ça, c'est vraiment sur la partie marketing. Sur la partie réseaux sociaux, sponsoring, là, je ne pourrais pas vous répondre, mais il y a une belle équipe. Merci. La dernière question, parce que l'heure passe, c'est quel est le conseil en 3 mots que vous donnez aux personnes qui sont dans la salle pour se mettre soit sur la social room, soit sur les réseaux sociaux, dans l'utilisation que vous avez présentée chacun? Conseil numéro 1 de Hubert. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais la réalité, c'est que les outils ne sont que des outils. Et souvent, on se dit, ben voilà, il va falloir un outil pour pouvoir régler une question, un problème. En fait, c'est le changement d'état d'esprit, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de choses, c'est une forme de lâcher prise qui est le plus important. Et c'est vrai pour des entreprises comme les nôtres, qui sont assez institutionnelles, où il y a quand même des vrais enjeux. C'est d'abord cette question-là. Donc il y a déjà une transfo culturelle avant de passer à l'outil. Donc je dirais que c'est ça le plus important.
Merci. Valérie? Alors, pour vous personnellement, puis après on parlera des entreprises, pour vous personnellement... Ça reste dans la salle, personnellement. Voilà, enfin vous concernant en tout cas, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Hubert lors de sa première intervention, c'est-à-dire d'être sur les réseaux sociaux comme vous êtes dans la vie réelle. Les tweets vous engagent, voilà, parce qu'on peut à un moment donné savoir qui vous êtes. Donc vraiment, votre présence numérique, c'est juste le continu de votre présence physique. Donc c'est ce que vous direz au café du coin, mais pas plus. Et pour des entreprises, quand on parle de social listening, quand on parle de social room, tout ça, c'est une courbe d'apprentissage qui ne peut arriver que si, à un moment, il y a eu un sponsor plutôt en haut de l'échelle qui a compris en quoi il était important de regarder, de veiller et de travailler ce qu'on disait en externe. J'espère que les sponsors en haut de l'échelle nous écoutent ou nous reverront sur YouTube. Merci Valérie. Virginie? Merci. Alors moi, je partage ce que je dis Valérie. Je rajouterai juste une chose. Je pense que surtout quand c'est utilisé par les commerciaux, c'est extrêmement important de former, d'expliquer, pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça prend du temps. Ouais. Merci beaucoup Virginie. Nathalie? Il faut avoir, c'est vrai, un projet ambitieux, je dirais, dès le départ et s'assurer d'avoir un sponsor dans l'entreprise au plus haut niveau et ne pas avoir peur de remettre 10 fois l'ouvrage sur le métier parce que nous, entre l'idée de départ et ce à quoi on est arrivé qui a fait vraiment décoller Léa.fr, il s'est passé beaucoup de choses et on a beaucoup appris. C'est ça, donc test and learn et continuer à avancer. Eskandar? Oui, le conseil que je donnerais, c'est donner du sens en fait à l'usage que vous faites des réseaux sociaux. Parce que je suis fasciné par le pouvoir justement des réseaux sociaux. Et quand je vois les détournements qui peuvent être faits comme les fake news, les haters, etc., je me dis qu'à l'inverse, soyons positifs et donnons du sens. Donc à chaque fois que vous postez un message, même à titre personnel, et encore plus quand c'est pour représenter votre employeur, pensez au sens que vous donnez à ce poste. Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour rendre service? Est-ce que c'est pour éclairer? Est-ce que c'est pour guider? Mais c'est en cela où vous faites un usage qui est vertueux des réseaux sociaux. Et en conclusion, restez naturel, c'est ce qu'on se dit, donner une communication qui soit humaine et pas robotisée, des messages clés en main que tout le monde relaie, c'est contre-productif. Restez naturel avec votre style, avec votre état d'esprit, tant que le fond est bien maîtrisé. Donc, make the world a better place to live. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi possible. Merci beaucoup à tous. On va les applaudir très fort. Et merci à notre public aussi qui était très actif sur les réseaux sociaux, sur la plateforme digitale. Merci et je vous donne rendez-vous donc cet après-midi pour la table ronde sur les communautés. Demain matin sur la table ronde sur les influenceurs, le Go Viral. L'après-midi avec Floriane Selgues qui est dans la salle, rédactrice en chef de e-marketing adjointe, aussi entre parenthèses, sur la data et notamment qu'est-ce qu'il en est du RGDP, un an après les nouveaux business models qui se sont créés. Et puis jeudi pour terminer avec les innovations dans le marketing, le digital, plein de très bons exemples. Et l'après-midi sur le e-commerce et le mobile qui vont aussi nous permettre de voir comment le contenu, c'est ce que disait Hubert, est important quand on utilise toutes ces plateformes. Merci encore et à bientôt.